quand tu montes ta boîte, tu crées une société. Et une société, par définition, c'est de l'humain. Et l'humain, on s'en rend compte aujourd'hui, tous les jours de plus en plus, que c'est le cœur même de ce que l'on fait, de ce que l'on est. On résume souvent les entreprises à leurs dirigeants ou à leurs produits, alors que ce qui fait la force, la puissance, l'ingéniosité, le dynamisme, la créativité d'une entreprise, c'est les gens qui la constituent. Ce qu'on dit beaucoup, c'est qu'on ne développe pas un produit, on développe une filière. Juste dire qu'on recycle du poisson, ça suffit absolument pas de dire que ce qu'on fait est écologique ou durable. La seule chose qui va donner envie à un designer ou à un maroquinier d'acheter notre cuir, c'est la beauté de la matière, ça c'est le facteur numéro 1, mais aussi tout ce qu'on vient raconter derrière. Pourquoi on l'a fait, comment on l'a fait, avec qui on l'a fait. Le fait de faire du bien, c'est important, mais ça n'a aucun sens si c'est pas beau derrière. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode, le podcast qui vous invite à de multiples discussions autour de cette unique question, qu'est-ce que la mode ? Je m'appelle Elsie Pommier et dans ce podcast, je vous partage mes conversations avec ceux qui façonnent la mode. À la découverte de savoir-faire, de façon d'être, d'histoire et de culture, on comprend vite que la mode est loin d'être banale. Pour cette saison, je m'associe au Village des créateurs. Catalyseur, il fédère les acteurs des filières textiles, habillement et art de vivre. Cet incubateur accompagne les entreprises créatives émergentes de la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis 20 ans. En fin de chaque épisode, vous retrouverez le témoignage d'un créateur du village. Rendez-vous chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Habillé, habilleur, bonne écoute. Bonjour Benjamin, merci de nous accueillir dans vos locaux à Saint-Fond, donc les locaux de Ictios. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode ? Bienvenue chez Ictios. Merci. Alors tu es l'un des 3 cofondateurs d'Ictios, donc une tannerie de cuir marin. Tu es avec Gauthier Lefébure et Emmanuel Fourreau. Exactement. Donc les 3 qui animent Ictios au quotidien. Les 3 fondateurs, exactement. En fait, à la base, on est vraiment potes, donc les potes fondateurs. Ah ouais. Et ça fait combien de temps qu'on est potes ou qu'on est fondateurs? Les deux. Ça doit faire 10 ans qu'on est potes et ça fait maintenant depuis 2016 qu'on est sur le projet, 2018 qu'on est créé, donc 4 bonnes années au moins sur le papier, sur le projet Ictios à 100%. Ok, donc vous avez passé la barre symbolique des 3 ans d'entreprise, bravo. Avec un Covid entre les deux, on peut presque dire que ça vaut 6. Oui, c'est ça. Avant de parler d'Ictios, est-ce que tu peux nous parler de toi ? Comment t'en es arrivé là ? Il y a 10 ans d'amitié entre vous, puis il y a 4 ans d'Ictios, mais toi, ton parcours, est-ce que tu étais destiné à ça ? Est-ce que tu t'es toujours dit, je vais me retrouver dans ce milieu, dans ces métiers ? Alors pas du tout, moi je voulais être pâtissier au départ. Oui. En fait, j'ai toujours été animé, extrêmement curieux. Je pense que j'ai dû faire en tout, quand j'étais jeune, 15 sports différents. J'ai fait beaucoup de dessins aussi, donc je suis un mix d'innovation et de créativité, avec beaucoup d'échecs et quelques succès. Mais voilà, j'ai toujours beaucoup aimé l'art, j'ai toujours beaucoup aimé comprendre. Ouais. Et en fait, au lycée, j'ai vite compris que la voie scientifique, elle me permettait d'obtenir des réponses par rapport à mes curiosités, de comment est-ce que le monde est fait de manière assez factuelle et en fait avec des vraies conclusions derrière. Et pour continuer à avoir un peu cette réponse aux questions, ce côté scientifique, tout en restant assez créatif et dans l'innovation, je me suis orienté vers la chimie. J'ai fait un DUT de chimie près de Strasbourg pendant 2 ans avant de partir à Paris dans une école d'ingénieurs chimistes. Et c'est là où j'ai rencontré du coup Emmanuel et Gauthier avant de travailler en fin de cycle ingénieur dans une boîte de conseil Tour Montparnasse à Paris où j'accompagnais des jeunes boîtes et des grands groupes à financer et structurer des projets innovants autour de la chimie.
Donc la chimie, c'était vraiment le cœur de ton activité professionnelle. C'est ça, c'est presque même le cœur de nos compétences aujourd'hui. C'est un mot qui fait très peur aujourd'hui, la chimie. Oui. C'est un mot qui fait très peur parce que la chimie qui fait de l'argent, c'est la chimie du pétrole, c'est la chimie de la synthèse, c'est de la chimie de tout ce qu'on ne comprend pas trop, qu'on ne maîtrise pas trop, mais qui, on le suppose, pollue. Après, faire une mayonnaise, c'est de la chimie. La photosynthèse, on est aussi dans des processus chimiques. Notre corps, il est rempli de chimie. En fait, la chimie, c'est la science de la matière. Et après, on a beaucoup de moyens de la comprendre, de l'analyser ou même parfois de la maîtriser. Et nous, dans un angle un peu plus spécifique, on était dans une école qui était concentrée sur la chimie verte. Okay. Donc en fait, c'est les 12 principes qui permettent d'améliorer la chimie, de minimiser son impact et de la rendre utile. Le recyclage de carton, le recyclage de plastique et de n'importe quoi, c'est la chimie à 100%. La chimie, ça veut juste dire qu'on manipule la matière. On peut bien le faire, on peut mal le faire. Ouais. Je le dis souvent, les matériaux chimiques ne sont pas du tout les plus toxiques et les plus dangereux. Le poison le plus dangereux au monde, il est 100% naturel. Donc à contrario, on pense que chimie égale dangereux, on pense que naturel végétal égale joli, sans risque, bien, joli, buvable, etc. Pas du tout, pas du tout. Ouais. Par contre, il y a d'autres notions qui entrent en compte et je les détaillerai un peu plus tard, notamment dans le cadre de notre procédé. Mais donc je suis technique, chimiste, curieux et créatif. Et jusqu'au jour où, en accompagnant des boîtes, je me suis dit que mon rôle d'ingénieur dans une société où on fait partie des gens qui sont capables de travailler dans des grands groupes et autres, qu'on n'avait pas forcément envie de donner notre énergie à ça, à dresser une vie derrière un ordinateur, à faire des produits ou des projets qui ont quand même eu des impacts non négligeables sur l'environnement ou même sur la société, mais plutôt de créer quelque chose qu'on serait fier de léguer à nos enfants, quelque chose qu'on serait fier, en fait on le dit, on se l'est beaucoup dit au début, mais de contribuer à construire le monde de demain. Ne serait-ce juste que de donner l'idée à quelqu'un de s'inspirer de certaines de nos démarches pour monter ses propres projets, on aurait déjà réussi le fond de Victios, quoi. Ouais, je sais que vous inspirez déjà quelques étudiants, parce que j'ai entendu votre nom chez certains de mes étudiants qui ont découvert ce que vous faisiez, votre démarche, l'approche. En tout cas, science de la matière, c'est le cœur de notre milieu. En fait, sans matière, il n'y a pas de vêtements, il n'y a pas d'accessoires, il n'y a pas d'habits, quoi. Ouais. Mais comment, toi, tu t'es retrouvé donc de Paris, même vous étiez tous les trois à Paris, et vous délocalisé à Lyon. Est-ce qu'il y avait quelque chose un attachement personnel, ou bien c'était simplement, il y avait déjà Ictios un peu derrière la tête? Moi, de toute façon, j'ai quitté la boîte dans laquelle je travaillais pour Ictios. Donc ça a été un moteur de beaucoup de choses. Ouais. J'ai quitté ma boîte avant de savoir si on allait vraiment se lancer ou pas. Mais en tout cas, moi, j'avais pas de plan B. C'était vraiment on n'a jamais eu de plan B, j'en ai toujours pas aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment de créer Ictios, quoi, quand j'ai quitté Paris. Ça a commencé avec Gauthier qui, quand on a eu l'idée du concept de revaloriser des peaux de poisson pour les transformer en cuir, ça a commencé avec des premiers tests en récupérant des peaux de poisson dans des restaurants de Rueil-Malmaison, là où habitent les parents de Gauthier. On a squatté le garage pour pouvoir faire des bacs avec différentes mixtures et on les a encore ici, on les conserve précieusement. C'est les archives. C'est les archives d'Ictios, ça s'appelle exactement comme ça en plus aussi chez nous. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était limité en termes de dimension. Et moi, mon père avait une maison à Strasbourg où il pouvait nous héberger, parce que moi, je rendais mon appartement du coup à Paris, où il pouvait nous héberger pendant quelques mois. C'est là où on a commencé vraiment à se poser sur la faisabilité technique en fait, pourquoi est-ce que le cuir de poisson n'existait pas? Pourquoi est-ce que nous, en tant qu'ingénieurs chimistes, absolument pas spécialement
intégré dans ce milieu de la mode ou de la maroquinerie, encore moins du cuir, pourquoi est-ce qu'on n'avait jamais entendu parler de cuir de poisson? Pourquoi est-ce qu'on n'avait jamais vu une peau de poisson se faire transformer en cuir? Et pourquoi est-ce qu'on n'avait pas connaissance d'une seule tannerie de peau de poisson? Alors qu'on sait très bien qu'on mange autant de viande que de poisson à quelques décimales près, et qu'on mange de plus en plus de poisson et de moins en moins de viande. Donc, ça, c'est impressionnant quand même, ce chiffre d'ailleurs. 50 000 tonnes gaspillées chaque année qui partent à la poubelle de peau de poisson en France, ça représente 5 fois le poids de la Tour Eiffel. Ah oui. En Europe, c'est 500 000. En fait, si on devait construire une tannerie aujourd'hui uniquement dédiée sur l'ensemble de la disponibilité des peaux qui sont gaspillées, ce serait l'équivalent de 40 tanneries d'Hermès qu'on connaît déjà. Ah oui. C'est ça. Le gisement, en fait, il est monumental. L'impact actuellement, aujourd'hui, sans qu'on s'en rende compte, il est monumental. Parce que ces peaux, aujourd'hui, elles sont brûlées, elles sont en enfouissement, certaines sont consommées, tant mieux, on n'y touchera pas. On sait qu'au Japon, dans quelques pays asiatiques, ils font des chips avec ça. Il y a même eu des tests dans les milieux hospitaliers pour utiliser les peaux de poisson pour soigner les grands brûlés, des choses comme ça. Okay. Il y a vraiment quelques petites utilisations qui se font, mais le gros du gisement, il est gaspillé. Et à côté, on voit des kilomètres de matière de plastique sortir pour répondre à des besoins de matériaux. Des marques s'engager pour un monde un peu meilleur et pour diminuer leur impact écologique. On s'est dit, il y a peut-être un matching intéressant à faire. Ouais. Et donc on a passé 6 mois à Strasbourg. On a testé là avec différents tanins végétaux. On avait un peu plus d'espace pour commencer à se projeter et à augmenter le nombre de tests. Et dès qu'on avait après une possibilité pour venir chez mes grands-parents à Lyon. Donc on a déjà un peu fait le tour de France alors qu'on n'a même rien encore créé, qu'on a à peine un premier cuir entre les mains. Et il se trouve qu'en fait à Lyon, on y a trouvé pas mal de choses. On y a trouvé le seul centre technique du cuir. Donc c'est une plateforme technologique dont les portes nous ont été ouvertes pour qu'on puisse développer notre procédé sur machine, passer de l'étape de garage à passer sur des tests machines pour accélérer les temps, pour accélérer les quantités, pour homogénéiser les résultats, les couleurs, les souplesses. Et on s'est rendu compte que la seule école d'ingénieurs cuir de France, elle était à Lyon. Et que comme les peaux de poisson étaient assez petites, nos premières études de marché, elles nous destinaient principalement à du bracelet de montre. Parce qu'ils étaient utilisateurs d'énormément de cuir exotique, donc de cuir de crocodile, très régulièrement et plutôt à tendance à être élevé pour la peau. Donc là, jouer avec du vivant pour faire un bracelet de montre, nous c'est exactement ce qu'on combat. Et l'idée, c'était de proposer une alternative qui soit issue du recyclage local à ces marques-là de montres. Et donc on était à proximité de la Suisse, de Paris, avec toutes les marques de mode, de luxe qu'on connaît, et du marché italien, qui est le principal marché du cuir en Europe. Donc en fait, si on tire le trait entre les trois, on se retrouve à Lyon, mix avec le CTC, etc. Donc le CTC qui est ce fameux centre technique du cuir. Exactement. Donc on s'est pas mis très loin, on est à 500 mètres, je pense. On est à 500 mètres, on y a passé quelques mois du coup pour développer ça sur machine. Et voilà pourquoi Lyon. Après, moi, il se trouve que je suis né à Lyon. J'ai pas beaucoup vécu, mais du coup, c'est un peu aussi pour moi une espèce de retour aux sources directement. C'est super intéressant de voir comment la curiosité vous a mené en fait les trois à tester et d'aller jusqu'au bout aussi de vos engagements en disant c'est vrai que ça, on pourrait très bien l'appliquer à tous les cuirs, mais en fin de compte, notre matière première, on veut qu'elle vienne de quelque chose qui a déjà existé et qu'en fait, qui est du rebut en fait. Et c'est intéressant, je me demandais en fait comment déjà aussi vous vous êtes dit on va aller récupérer les peaux de poisson parce que on a tous mangé des sushis et tout ça, mais il faut creuser pour se dire dans la chaîne de valeur de cette entreprise, qu'est-ce qui se passe, où va quoi. En fait, c'est la chance que j'avais quand je travaillais dans le conseil. En fait, l'une de mes dernières études, c'était un screening à l'échelle nationale des biodéchets qui pourraient représenter une ressource. La peau de poisson avait été citée, mais c'était même pas forcément en termes de volume la plus importante, mais en termes d'impact, c'était une des pires. Du coup, en faisant quelques études sur d'autres produits, c'est en allant au restaurant en fait qu'on a vraiment vu le geste du mec jeter cette peau à la poubelle. Et là, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Mais c'est Gauthier qui a lancé des dizaines de tests
alors qu'on avait vraiment juste au départ discuté et qu'il y a eu cette niaque de s'améliorer et qu'il y a encore aujourd'hui et dans cette dynamique de tester, d'améliorer, enfin je veux dire, c'est quelque chose qu'il n'a jamais quitté. C'est l'équipe qu'on a formée était extrêmement complémentaire sur différents aspects. Emmanuel pour vraiment avoir envie de la montrer, moi pour avoir envie de la structurer, lui donner vie, de donner du sens, et Gauthier dans l'idée de lui donner vraiment un matériau, quoi, de lui donner des propriétés, que d'une idée on arrive à un produit. Et c'est là où le fait d'être potes nous a vraiment poussé. Et on se l'est dit plusieurs fois, si on avait été des randoms associés ou s'il en manquait un de nous trois, on se serait déjà arrêté depuis longtemps. Ouais, ça c'est le parallèle de l'entrepreneuriat. C'est la vie entrepreneuriale qui peut être plus ou moins complexe. Mais Un des premiers trucs qu'on m'a dit quand on a créé Ictios, on a été accompagné par le réseau Entreprendre, c'est que quand tu montes ta boîte, tu crées une société. Et une société, par définition, c'est de l'humain. Et l'humain, on s'en rend compte aujourd'hui, tous les jours de plus en plus, que c'est le cœur même de ce que l'on fait, de ce que l'on est. On résume souvent les entreprises à leurs dirigeants ou à leurs produits. Leur CA. Exactement. Alors que ce qui fait la force, la puissance, l'ingéniosité, le dynamisme, la créativité d'une entreprise, c'est les gens qui la constituent. C'est un espèce de tout. Nous, Ictios, on est plus proche d'une famille que de collaborateurs. Ouais. Et ça vous anime dans chacun vos spécificités et donc dans cette aussi créativité de recherche constante, parce que du coup on a notre imaginaire, je pense aux auditeurs, on a notre imaginaire qui est encore dans le restaurant à voir ce déchet, mais en fait là on passe à des pots qui sont avec des couleurs flamboyantes, il y a des fois des impressions, il y a en plus plein de pots différentes, donc par nature aussi des motifs différents, plus ou moins losanges et tout ça. La diversité est folle en fait. Ce qu'on dit beaucoup, c'est qu'on ne développe pas un produit, on développe une filière. Et cette filière, c'est la filière des cuirs marins, qui est riche en termes de grains, en termes de design, qui est extrêmement diversifiée en termes de taille, de souplesse ou d'origine de peau. Je veux dire, là, on ne sort pas un nouveau cuir, on en sort un nouveau chaque année. Et à chaque fois qu'on en sort un, on sort des dizaines de nouveaux coloris chaque année. Donc on est en train de créer tout un nouveau champ du cuir aujourd'hui. Et c'est tout ce qui nous anime aussi, c'est il y a de quoi faire avec 50 000 tonnes jetées à la poubelle chaque année. Mais je veux dire, le fait de faire du bien, c'est important, mais ça n'a aucun sens si c'est pas beau derrière. Nous, on est plus grands, on a rencontré beaucoup de gens au démarrage de l'activité, on leur a montré nos premiers cuirs, et pour beaucoup, ils s'interrogeaient sur est-ce que c'est du serpent, est-ce que c'est un synthétique, je connais pas ce visuel. Je dirais encore aujourd'hui, quand on fait des salons comme Première Vision ou l'INEAP à Milan, le visuel est tellement impressionnant et on l'a amené à un tel niveau de luxe en le travaillant en fait avec les plus belles techniques qui existent aujourd'hui et en développant nos propres techniques de créativité, de coloration, qu'on n'aurait jamais imaginé qu'il pouvait s'agir d'un simple poisson en fait. Et en plus, moi j'étais surprise en voyant quelques pièces, de l'intensité aussi des couleurs, parce que c'est donc jusqu'au bout aussi dans la démarche, teinture végétale, et du coup, quand on pense végétal, moi j'ai pu faire un stage tout premier stage chez Hermès, et du coup la petite grand-mère à la coupe m'avait expliqué que voilà, ça couvrait moins de défauts depuis qu'ils avaient ces exigences, et donc elle était encore plus, on va dire, exclusive, sélective, et en voyant en fait vos produits, je me dis mais waouh, déjà il y a l'intensité des couleurs qui est là, les défauts en soi, c'est pas qu'on les perçoit pas, mais comme le grain et la matière, cette peau a déjà un motif, en fait ça l'anime quoi. Mais comment vous avez géré en fait aussi cette chimie, parce que voilà, la teinture végétale c'est aussi un défi, hein. On a commencé sous trois. En fait, pour nous, ça a trois piliers. Juste dire qu'on recycle du poisson, ça suffit absolument pas de dire que ce qu'on fait était écologique ou durable
ou non impactant ou autre. Il y a toujours 3 dimensions à prendre en compte quand on parle d'une matière pour la mode, de manière générale, ou une matière qu'on va utiliser. La première, c'est d'où vient ma ressource première, ma matière première. Nous, c'est les peaux de poisson. Après, il faut se poser la question, donc on part d'un déchet, il faut se poser la question, quel est l'impact de ce déchet? Est-ce qu'il est utile? Il existe des déchets utiles. Je prends l'exemple quand on cultive du maïs, il reste certaines parties végétales qui font soit du foin, soit qui restent dans le sol, qui renourrissent. Je prends l'exemple parfois même du cactus ou de l'ananas. Voilà, on retrouve d'ailleurs des matières qui sont faites avec ces produits-là. Aujourd'hui, les sols ont plutôt tendance à manquer de nutriments plutôt que d'être en excédent. Donc je pense qu'ils sont bien là où ils sont et que dire qu'on les revalorise et qu'on les recycle, c'est pas forcément ce qui est le plus pertinent. Par contre, nous, la peau de poisson, on n'est pas capable d'en faire quelque chose d'intéressant à l'heure actuelle, à part par la voie de la valorisation en cuir, et qu'elle a un vrai impact sur l'environnement. Elle ne joue aucun rôle, parce qu'on dépense même de l'énergie pour la brûler et l'éliminer, parce que c'est un risque infectieux. Ah oui, carrément. D'accord. En fait, des bactéries peuvent se développer. Si vous laissez une peau de poisson, ce que je ne vous conseille absolument pas, de côté chez vous, vous verrez très bien les couleurs que ça prend au bout de quelques temps, l'odeur que ça a. Et tout ça, c'est des dégagements nocifs, quoi. D'accord. Donc, à la place d'en arriver là, nous, ce qu'on propose, c'est une boîte de valorisation qui va transformer cette matière en cuir. Donc, partir de la matière première, mais bien l'évaluer sur son rôle. Plus son impact est important, plus sa valorisation est importante. C'est pour ça que le cuir aujourd'hui, même le bovin, je veux dire, ok, génial, si on arrête demain d'utiliser du cuir tout court, du cuir de vache, mais qu'est-ce qu'on va faire des peaux? Et en fait, on va faire le chemin inverse de ce que nous, on est en train de faire. Ce serait dramatique. Si on consomme moins de viande et donc, du coup, que les productions de cuir diminuent, là, on reste dans une cohérence. Il ne faut pas aller faire les choses à l'envers, je pense. Ensuite, il y a le deuxième gros pilier, c'est le procédé. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai ma matière, une fois que je sais qu'elle est bénéfique à être revalorisée, comment est-ce que je la transforme? Est-ce que j'utilise des plastiques? Est-ce que j'utilise des composés végétaux? Est-ce que j'utilise enfin voilà, déjà, quelle nature et quelle matière tu vas utiliser pour la transformer? Nous, on utilise un tannage qui est végétal. Il faut savoir qu'il existe aussi un tannage qui peut être minéral à base de chrome ou d'aluminium ou d'autres choses. Nous, on a fait le choix de ne pas en utiliser. Ça peut être bien fait. Il y a des cuirs au chrome qui n'impactent pas l'environnement parce qu'il existe des stations d'épuration. Aujourd'hui, en France, c'est pas un problème de tanner au chrome. Parce que l'eau qui passe par le tannage, elle est ultimement retraitée. Et elle est souvent même plus propre en sortie de tannerie qu'elle ne l'était en entrée. Donc, je veux dire, là-dessus, c'est pas un problème. Après, c'est une démarche de fond. C'est que le chrome, c'est une ressource minérale par définition, donc elle est extraite de manière minérale. Moi, je ne connais pas d'arbres à minéraux, donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, il n'y en aura plus. Ça veut dire qu'on met en circulation de partout, et donc généralement, ça finit à peu près tout le temps dans l'eau d'une manière ou d'une autre. On le voit avec les microplastiques en ce moment, un peu partout, etc. Mais le chrome, il ne disparaît pas. Donc, où va finir ce chrome-là? Alors qu'il existe des alternatives qui sont renouvelables. Et nous, c'est l'axe de la renouvelabilité qui a été primordial dans le choix de l'utilisation des tanins végétaux, parce que la terre le régénère chaque année. Et donc, on utilise des écorces d'arbres, des racines, des feuilles qui contiennent ce qu'on appelle des polyphénols. C'est les globules blancs du monde végétal qui ont des propriétés tannantes. Et on est même allé plus loin, c'est qu'on est allé jusqu'à trouver nos propres tanins végétaux. En fait, on travaille notamment du marc de raisin, donc ça veut dire qu'on va utiliser un autre déchet. En Bourgogne. On va utiliser un autre déchet d'une autre filière française. Aujourd'hui, on ne sait pas trop quoi en faire du marc de raisin. Et plutôt que de l'éliminer, utilisons-la peut-être pour la mixer à un autre déchet et arriver à un cuir durable. C'est une des voies de valorisation. Et donc, du coup, on l'a fait sur la bière aussi. Pourquoi se limiter au vin? Et on s'amuse vachement en fait, à trouver de nouvelles ressources qui pourraient nous permettre de transformer cette peau en cuir. Et donc, voilà pourquoi nous, on n'utilise pas du chrome. Ce n'est pas pour des raisons de pollution ou de toxicité directement. C'est plutôt sous l'axe de la renouvelabilité. Nos teintures, par contre, ne sont pas toutes végétales. On en a. Les plus flamboyantes, elles ne sont pas végétales. Techniquement, pour faire du blanc, il n'existe aucune autre technique que du TiO2, donc du dioxyde de titane. Il n'y a pas d'autre méthode.
Enfin, quoique, je crois que je vois des choses qui commencent à arriver d'ailleurs sur le sujet. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas des teintures végétales? Il y a plusieurs raisons. Alors déjà, on en a. Le marc de raisin, le châtaignier, le quebracho. On a une gamme. Et c'est des couleurs extrêmement naturelles, végétales et qui vont vivre avec le matériau. Ouais. C'est pas une couleur qui va être reproductible. Ça veut dire qu'on me commande 2 fois un violet marc de raisin, je ne vais pas être capable de pouvoir proposer 2 fois rigoureusement la même teinte. Le même bain en fait, puisque c'est compliqué, enfin c'est impossible. Exactement. Le monde végétal, enfin le pépin de raisin de droite, il n'avait peut-être pas la même teneur que le pépin de raisin de gauche. Exactement. Et donc du coup, en fait, ramenant tout ça, il y a une forme d'hétérogénéité, donc soit on produit 2 fois plus, donc en fait on déplace l'impact, soit le produit est utilisé moins longtemps, parce qu'on ne tolère pas son vieillissement ou son écart, etc. Donc dans lequel cas, on perd cette notion réelle de durabilité. Donc nous, l'idée, c'est pas que d'avoir le procédé le moins impactant possible, c'est de l'allier au 3e point, qui est la durée de vie du produit. C'est-à-dire qu'on peut avoir très juste sur les 2 premiers points, si on fait un produit jetable et qu'on répète l'opération à l'infini, ça n'a aucun sens. Nous, l'idée, c'est de faire une matière qui va durer dans le temps, qui va durer le plus longtemps possible. C'est ce qu'on appelle, nous, un peu vulgairement, l'anti-obsolescence programmée. On veut prendre le contre-pas et proposer une matière qui dure longtemps. Alors, on n'invente rien, hein. Le cuir, ça a toujours été une matière qui était extrêmement résistante, extrêmement durable, qui est utilisée dans des secteurs du luxe pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que le monde du luxe construit des produits pour des produits héritage traditionnels qui ont l'objectif quand même d'être un peu légués à ses enfants et donc transmis. Et donc là-dessus, on n'a rien inventé, mais on s'intègre plutôt dans cette dynamique-là. Là où aussi un peu les matières dites végétales, comme le cactus, l'ananas, la pomme ou autre, on est très souvent sur des matériaux qui sont mixés avec des plastiques et qui ont des durées de vie d'environ 6 mois. D'utilisation du produit, mais après en tant que déchet c'est pas pareil. Et en tant que déchet c'est encore plus compliqué parce que là aussi, au final on parle de recycler un plastique, on parle pas de recycler un végétal. Exactement. On ne peut pas le remettre dans le sol pour faire du fertilisant, quoi. Vaut mieux pas. Chose qu'on peut faire avec nos cuirs. Parce qu'on Ouais. utilise des tanins qui sont biodégradables, qui se biodégradent. Donc c'est tout ce qu'on... Voilà, c'est tous des sujets sur lesquels on a beaucoup travaillé. Et donc voilà, c'est vraiment ces 3 points. Origine de la matière première, impact du procédé de transformation et durée de vie du produit. On ne peut pas répondre à un choix de tanins, de couleurs, de nature de colorant, de nature de poisson, de n'importe quoi, sans avoir ces trois inconnus dans l'équation. Ouais, ça vous fait une entrée du coup dans le milieu et puis un dialogue avec vos clients complètement différent. En fait, c'est pas n'importe qui aussi qui vient vous voir. Puisque si vous voulez être aussi dans un produit durable, c'est aussi dans comment il va être transformé lui en tant que matière première, dans quel produit. Donc, j'ai pu voir que, tu en parlais, du coup on peut voir vos matières dans de la basket, dans bracelet de montre, maroquinerie, petite maroquinerie. J'ai vu chapellerie aussi à la place du ruban par exemple, j'ai pu voir. Et justement, comment ça s'est passé votre arrivée dans ce milieu avec ces utilisateurs-là en fait? Ce milieu de la mode, ce milieu de la chimie, de la tannerie, comment... Alors il y a un peu 2 dimensions qui sont assez complémentaires et qui suivent. Le premier pas, c'était un pas dans le monde de la tannerie, parce qu'il fallait, avant qu'on aille voir des gens pour parler d'un produit, qu'on l'ait entre les mains. Donc ça a été, nous, de manière assez naïve, 3 potes d'école d'ingénieurs qui ont besoin de compétences et de machines parce qu'on ne connaissait rien au cuir. Nous, aujourd'hui, si on s'y connaît, c'est parce qu'on a fait plusieurs milliers de tests. Et un test, ça dure environ 2 semaines, donc je vous laisse imaginer l'effort qui est fourni derrière. Il fallait dans notre tête, au départ, qu'on s'associe avec une tannerie pour avoir un petit coin au fond de leur atelier pour pouvoir développer tout ça. On a envoyé 40 mails, on a reçu 2 retours. Une qui nous disait « Génial, continuez le végétal, c'est top, voilà un peu 2-3 tips ». Et une autre qui était en fait la présidence de la fédération des tanneries-mégisseries, qui était très fière de voir des petits jeunes se lancer dans un métier qui est encore... qui a perdu un petit peu de sa flamboyance en France, parce qu'on avait plusieurs
plus de 100 tanneries il y a quelques dizaines d'années et on se retrouve à 40. Les marques de luxe ont dû en racheter une bonne partie pour pouvoir sécuriser leurs approvisionnements et autres et faire perdurer ce beau savoir-faire. Mais c'est vrai que c'est un secteur dont l'ouverture aux concurrences chinoises, etc., n'a pas forcément fait du bien. Avec votre équipe, vous êtes arrivé dans un milieu pas sinistré, c'est un peu fort, mais presque vieillissant, ou en tout cas en mode un peu survie. Si les tanneries, c'est vrai qu'on, même dans le milieu de la mode, même dans les études, on en parle très peu. On parle peu de ces métiers-là parce qu'ils sont tellement, tellement spécifiques. Donc, mais c'était... En tout cas, il y a eu 2 accueils sur 40, on va dire, c'est ça. encourageants. Ça vous a suffi, en fait, pour dire, allez, c'est bon, on y va Alors, ça nous a suffi parce qu'on nous a beaucoup aidés. Alors, le secteur de la tannerie, il est pas spécialement vieillissant. Nous, on voit, il y a beaucoup de gens qui sont attirés par ce secteur-là. Grâce à l'aura du luxe, ça attire du monde. C'est un métier qui est rempli de sens, qui est très manuel, mais qui est rempli de sens. Donc, je pense il va y avoir un retour de ce métier-là. Mais c'est vrai que quand on regarde juste le nombre de tanneries qu'il y a pu avoir par le passé, on n'est pas en termes de nombre le plus important possible. Il y a plusieurs raisons. Il y a aussi l'histoire de l'augmentation des normes environnementales. Et en France, ça a amené à une concentration des tanneries entre elles. Donc c'est vrai que les tanneries ont plutôt eu tendance à se rassembler pour faire des plus grosses. Mais les tout petits, c'était un peu plus complexe. C'est forcément un peu plus complexe. On en a encore beaucoup. Il y a un vrai beau secteur en France, rempli de belles richesses. Après, il manquait cet aspect cuir marin, quoi. Exactement. Donc là, vous êtes arrivés, les petits nouveaux, sur en plus une matière première un peu zappée. Donc vous avez été énormément aidé par exemple le CTC et cette famille, en fait, c'est une grande famille. Toute cette filière, exactement. Le monde du cuir. On a beaucoup été aidés par d'autres professionnels. C'est vraiment un secteur de passion, en fait. Chose que je n'avais pas forcément connue dans le secteur de la peinture aérospatiale, là où j'avais pu bosser un peu avant, ou dans le conseil à Paris, quoi. C'est pas là où les boîtes de conseil s'aident entre elles, quoi. C'est pas vraiment la logique. Alors que dans le cuir, comme on sait qu'on fait tous des recettes, des tannages, des peaux un peu différentes, il y a vraiment un partage de savoir-faire, des belles compétences et des vraies relations humaines, en fait, qui se créent. Et ça nous a vraiment aidés. Ouais. Et du coup, ces échanges-là, ça a encouragé la culture que vous aviez aussi entre vous, qui est de partage, ce que tu nous disais. Et est-ce que, du coup, tu la retrouves aussi avec les acteurs de la mode chez qui se retrouvent vos matières premières par exemple, ceux qui font justement ces bracelets, qui font basket, tout ça. Vachement. On la retrouve vachement. Et ça, c'est aussi un peu la spécificité du monde de la mode, c'est qu'on est sur le choix de la matière. C'est-à-dire que nous, la personne qu'on va avoir devant nous, soit responsable durable, soit des chargés de développement matière, des choses comme ça, ou des designers. C'est vrai que c'est plus rare d'avoir les designers ou les directeurs artistiques directement en face de nous. Malheureusement. Ça, c'est une des grosses peines d'ailleurs, parce que c'est à eux qu'on a des choses à raconter. Et quand on a un intermédiaire pour raconter une histoire comme la nôtre, c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup de raccourcis qui sont pris. Mais nous, on a beaucoup été portés par nos clients. Et en fait, au tout début, notre première relation avec des marques, ça a commencé par notre étude de faisabilité. Donc, au démarrage d'Ictio, c'est à peu près au même moment où on envoie le mail à toutes les tanneries. On a sélectionné une centaine de contacts répartis sur différents métiers, utilisateurs de cuir, de la sellerie, en passant par la maroquinerie, la chaussure, la gainerie, le design d'intérieur, etc. Et sur différentes typologies d'acteurs, c'est-à-dire que de l'artisan en passant par la marque au grand groupe de luxe. Et on a contacté un maximum de ces gens-là pour les avoir autour de la table et leur dire voilà l'idée qu'on a, voilà le premier échantillon qu'on a, qu'est-ce que vous en pensez ? Au-delà de l'aspect technique, est-ce que vous pensez que le fond de la démarche il est cohérent par rapport à la dynamique des secteurs ? Donc là, on a eu différents sons de cloche différents, en fonction des secteurs, en fonction des tailles, en fonction des personnalités. Et en fait, on s'est rendu compte que ce n'est pas un secteur qui achète sous une contrainte qui est autre que la créativité.
C'est-à-dire que la seule chose qui va donner envie à un designer ou à un maroquinier d'acheter notre cuir, c'est et la beauté de la matière, ça c'est le facteur numéro 1, mais aussi tout ce qu'on vient raconter derrière. Pourquoi on l'a fait, comment on l'a fait, avec qui on l'a fait. Et nous, le fait d'aller jusqu'à même récupérer nous-mêmes les peaux de poisson dans les restaurants, ça nous donne une maîtrise totale et on sait quoi raconter du début jusqu'à la fin de notre produit. Et on sait pourquoi c'est fait. Et nous, c'est pour ça qu'on adore discuter, c'est parce qu'on a énormément de... Ça nous enrichit beaucoup de fois, en fait, de se remettre en question sur des choses. Et on n'a pas peur d'aller discuter même du sujet des teintures, des sujets du poisson qui n'est pas vegan, des autres matériaux. Le but, c'est que la discussion soit ouverte. Nous, on ne dit pas qu'on fait les meilleurs choix, mais on sait pourquoi on les fait. C'est constamment un dialogue du coup entre différentes industries. On peut dire industrie de l'accessoire, de la mode, je vais dire en tant que production lifestyle, mais industrie alimentaire aussi. Exactement. J'allais dire, vous ne devez pas cuisiner tous les jours du poisson, mais je pense qu'en discutant avec eux, vous devez découvrir en fait aussi des nouvelles espèces. J'ai goûté pour la première fois du caviar grâce à notre partenaire qui nous transmet les peaux d'esturgeon justement, aussi. Non, c'est super enrichissant parce qu'on vient aussi donner du sens à un des sujets qui pour eux n'avaient pas encore de vraies solutions concrètes et qui permet de, tu vois, pour les restaurants, un des trucs qu'on n'avait pas identifié. Et pourquoi est-ce que Sushi Shop, pourquoi est-ce que Pokawa Matsuri travaille autant avec nous, avec autant de bonne volonté, on ne comprenait pas trop au départ. Tant mieux, mais on ne comprenait pas trop. Et en fait, après, on s'est rendu compte que c'était aussi une manière d'expliquer, au-delà de la dimension développement durable, revalorisation des biodéchets, etc., de dire, nous, on bosse du poisson frais dans nos cuisines, quoi. On a des vrais pavés, on a des vrais poissons, on les découpe vraiment. C'est du frais, il y a un vrai savoir-faire. En découvrant vos pièces, les peaux, ce que vous faites, ça nous, en tant que designer, par exemple, ça nous permet aussi de repenser notre produit en disant comment on va le valoriser. Puis ça nous fait penser aussi différemment à notre clientèle, parce que comme c'est du cuir exotique, c'est un certain caractère quand même. Si on fait un sac totalement dans un certain cuir de poisson, c'est un grain assez marqué. C'est très... C'est une forte personnalité, que ce soit le sac comme la personne qui va le porter. Et donc, c'est intéressant de voir tout ce dialogue qui se crée. Pour prendre une image que je trouve assez utile, notre matière, on la voit un peu comme de la peinture ou comme une toile. Ça veut dire que la couleur rouge, elle peut avoir un caractère extrêmement puissant, comme un caractère extrêmement doux mélangé à d'autres choses. Tout comme le cuir de poisson mélangé à d'autres cuirs peut devenir un rose. Et en fait, nous, on n'est que la matière de base, la manière de l'interpréter, la manière de la transformer. Là, c'est la créativité et l'ingéniosité des designers avec lesquels on collabore qui va venir vraiment donner sa signature en fait, à son produit. On vient apporter une couleur de plus au panel déjà existant. Ça, c'est beau. Et vous avez commencé dans votre garage, maintenant vous vous retrouvez à Lyon, à côté des tanneries, entouré. Quelle évolution, toi, tu as pu voir dans votre rôle et dans cette philosophie aussi qui vous anime depuis le début? Comment elle a évolué aussi? Est-ce qu'elle s'est confirmée, affirmée? Est-ce que vous avez élagué certaines choses face à tout ce dialogue avec ces industries Alors, j'ai le sentiment qu'on est assez fidèle à ce qu'on pensait au départ. La vision de là où on voulait amener déjà notre produit et là où on en est déjà aujourd'hui, elle est assez fiable. Je pense même qu'on est un petit peu au-dessus de ce qu'on pensait pouvoir faire en termes de qualité, en termes de développement de couleurs, en termes de fidélité de l'équipe. J'en ai 3 cofondateurs. On ne s'est pas payé pendant quelques années. Ça ne nous a pas empêché de... En fait, ça a construit une espèce de niaque, une espèce de motivation. Le fait de ne pas avoir de plan B, ça a été aussi un moteur. Nous, c'est très simple. Une phrase qu'on se dit souvent, c'est on réussit ensemble ou on perd ensemble. Il n'y a pas de combat individuel à Ikios. J'ai le sentiment qu'on est assez fidèle à ce qu'on voulait être au départ. On a pris le temps de se poser, de se définir qui faisait quoi, comment, pourquoi. Et on maintient cet échange de manière assez régulière.
Généralement, c'est à la fin de chacun des salons qu'on fait, Première Vision ou autre, un petit débrief justement de où est-ce qu'on se voit dans 6 mois, où est-ce qu'on a été, où est-ce qu'on se voyait il y a 6 mois et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. On a parfois tort, on a parfois raison, on est parfois agréablement surpris, parfois moins. Mais on ne pensait pas que ça allait prendre en tout cas une aussi grosse ampleur qu'on allait réussir à construire la première tannerie en France depuis 50 ans, qu'on allait recruter des ingénieurs alors que nous-mêmes nous étions ingénieurs il y a encore quelques années, qu'on allait apprendre un métier et qu'on allait presque à moitié l'inventer pour le cuir de poisson parce il n'existe pas un seul bouquin qui explique comment faire du cuir de poisson. Et de structurer des filières. Les rencontres, elles ont été incroyables. On a rencontré maintenant, je crois, depuis la semaine dernière, l'ensemble des marques de luxe en étant invités à échanger autour du produit, de la matière, de nos engagements, de nos approvisionnements. Et c'est extrêmement enrichissant et reconnaissant. On reçoit beaucoup de mails, pas forcément que de marques, soit de restaurants qui souhaitent revaloriser ces pots, soit de particuliers qui souhaitent absolument acheter un produit alors que nous on vend un peu que de la matière. Mais du coup on les reflète vers nos clients, donc il y a aussi une relation et une confiance qui s'installe avec nos clients parce qu'on leur en rapporte aussi. Et on avait dès le départ cette envie pas que de réinventer de la manière de faire de la matière, mais aussi de réinventer un petit peu l'industrie, et l'industrie du cuir assez spécifiquement. C'est assez récent de voir des sites web pour des tanneries. Et on en a fait un et on a expliqué notre processus dessus, on l'a imagé, on a montré des produits, on vend en ligne. Il se trouve que dans le cuir, il y a aussi des minimums de commandes. C'est-à-dire quand on va dans une tannerie, généralement, on a un minimum de cuir à acheter pour pouvoir avoir le droit d'en acheter, ce qui peut être complexe pour certains artisans. Du coup, nous, on a supprimé ce minimum de commandes. Le poisson s'y prête bien parce que les peaux sont assez petites, donc ça permet de pouvoir les expédier assez facilement et c'est très facile de se faire un échantillon, un prototype ou même juste d'en avoir une sous les yeux ou le panel de couleurs qu'on propose pour pouvoir s'inspirer. Et la transparence, la traçabilité et la transparence, c'est des choses qui nous semblaient être encore très hypothétiques dans l'industrie de manière générale. Et on avait envie de créer une boîte presque à mi-chemin avec une marque qui communique, qui est nous, on est entre guillemets, si je vulgarise, un atelier, une usine qui est présente sur Instagram, qui explique ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Et c'est un peu le fond, et ça, je suis content qu'on arrive à le tenir et on continue à le maintenir, et c'est apprécié. Et je pense j'espère que c'est là où se dirige l'industrie de demain. Je voulais reprendre cette expression science de la matière. Vraiment, en fait, la science de la matière, ou les sciences, peut-être qu'il y en a même plusieurs, mais les sciences de la matière vous animent jusqu'au bout, même jusque dans la communication. C'est peut-être un peu le problème de l'ingénieur, c'est d'ailleurs. Ah oui ? Ouais, de passer trop de temps sur le produit, trop de temps sur les processus internes, d'optimisation, de traçabilité, de productivité. En fait, on compte tout, on quantifie tout, on suit tout, et quitte même à pas être assez marketing, quitte même à pas être assez commercial, ou pas assez pushy, ou pas assez... Voilà, enfin, je dirais après, on n'est pas parfait et on s'améliore encore tous les jours, notamment sur ces aspects-là. Mais les ingénieurs ont tendance à passer un peu trop de temps sur le produit même. Alors quand tu as un Covid entre les deux, là tu passes vraiment beaucoup trop de temps sur le produit, mais quand tu arrives après que tu présentes tout ça et que tu le poses sur la table, il y a un effet waouh en disant mais attends, c'est pas du poisson, c'est pas possible ça. Si, c'est du saumon et celui-là, je peux même te promettre qu'il a été mangé en sushi quoi. Chez Antel d'ailleurs. Bravo en tout cas pour tout ce que vous faites et tout ce travail d'intégrité plus que même de la transparence, puisque c'est ça qui vous anime et qui du coup dirige toute cette recherche et développement, qui dirige la communication, qui vous rend aussi accessible. Comme je le disais tout à l'heure, quand j'entends des élèves en école de mode me parler de vous, je me dis ça c'est bien, parce que moi à mon époque quand j'étais étudiante, c'était super compliqué d'avoir une adresse, on pouvait avoir des adresses de fournisseurs, mais d'être entendu, d'échanger avec eux, c'était inimaginable. Et donc d'avoir ça permet aussi, ça transforme l'industrie, puisque eux-mêmes déjà durant leurs études, ils sont
alerter et sensibiliser, ou même juste en relation avec des professionnels. On fait beaucoup visiter la tannerie pour Ouais. montrer les processus, pour montrer les produits, pour Je expliquer viendrai les alors. étapes. Et en fait, c'est passionnant parce que même Ouais. nous l'ignorions avant. C'est quoi le cuir en fait? Ouais. Comment est-ce qu'on passe vraiment d'une peau à un produit, à une matière? Et ça, c'est une vidéo brute qui nous a permis de bien l'expliquer et même de le montrer. Et en fait, on se rend compte à travers cette vidéo et à travers les échanges qu'on peut avoir que c'est très souvent les étudiants qui vont venir en parler à leur professeur, plus que l'inverse. Alors que naturellement, généralement, le professeur va plutôt être le transmetteur de la connaissance. Ouais. C'est ça qui est drôle, c'est qu'il y a aussi une génération qui s'accapare ces sujets. Je pense qu'il y a des gens les jeunes se sentent vachement plus concernés par l'urgence de la problématique climatique. Ouais. Alors, le cuir de poisson contribuera à la solution, mais n'est pas la solution, et c'est pas ça qui va l'unique, changer le monde demain. Mais c'est une dynamique, c'est un fond. Comme je le redis, si ça redonne une idée à une personne de créer un projet, si demain les projets arrivent à faire en sorte que toute notre économie devienne totalement circulaire, là on est sur un modèle beaucoup plus durable. Et il y a ça, et puis il y a aussi le territoire. Le fait que vous êtes installé à Lyon, je sais que ça transforme aussi le paysage créatif de production. Les créateurs avec qui vous travaillez, ça n'a rien à voir quand on peut aller en métro les rencontrer. Donc merci pour cet échange, pour toute cette richesse. Et puis on va passer juste, comme ma dernière question habituelle, c'est on va passer en mode littéraire ou ouvrage, voilà. Et pour te connaître plus aussi, pour nous inspirer aussi, pour continuer à être inspiré par tes propos et par ton univers, est-ce que tu aurais un ouvrage à faire connaître aux auditeurs de Qu'est-ce que la mode qui t'a reposé ou inspiré, quel que soit le genre? Alors je vais être honnête, je suis pas un grand lecteur. Je suis pas un grand lecteur. Je trouve qu'il manque un peu, je suis peut-être partie de cette génération qui trouve qu'il manque un peu une dimension dans la lecture. Et je me retrouve beaucoup dans les podcasts parce qu'il y a une transmission d'une émotion particulière que j'arrive pas à retrouver moi personnellement dans la lecture. Alors j'ai quand même un ouvrage qui me vient à la tête et qui a été en tout cas pour la création d'Ichthyoos aussi qui a contribué à mettre en place beaucoup de choses de la manière dans laquelle on l'a fait. Ça va être l'innovation frugale de Navi Raju. Pour le résumer, c'est vraiment faire mieux avec moins. On peut innover, on peut tester, et en fait ça prend beaucoup en forme toutes les notions itératives de l'expérience. Et on n'a pas besoin forcément de créer une usine pour tester un concept. Nous, nos premiers cuirs, on les a fait dans un garage avec de l'écorce récupérée dans la forêt, des peaux de poisson dans un sushi et de l'huile de colza. Et on avait quand même déjà quelque chose à montrer et faire une étude de marché, etc. C'est un bel encouragement et un bon conseil de lecture, mais aussi j'allais dire d'entrepreneuriat, mais aussi d'expérimentation. Donc merci beaucoup pour cet échange, pour ce rappel que en fait on peut tous participer à cette science de la matière. Et puis merci pour l'accueil, merci parce que vous ouvrez aussi comme je le disais, je pense que je vais passer par là avec peut-être des étudiants. Je crois qu'on aime trop ce qu'on fait en fait, on est obligé d'en parler, on ne s'arrête plus et la porte est toujours grande ouverte et ça fait partie de cette logique de transparence. Peut-être à bientôt alors pour un prochain épisode où on verra. À très vite. Sur Qu'est-ce que la mode. Merci de nous accueillir dans ton atelier, boutique, Passage Café. Avec plaisir. Donc j'ai découvert en fait ta marque durant la remise des prix Talent de Mode 2021. Tu as eu le prix Résidence. Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve d'ailleurs ici dans cette boutique, Passage Café.
Ce prix, c'est le Village des Créateurs qui l'organise chaque année. Et donc là, le prix résidence, c'était donc justement cet espace, un accompagnement par le réseau du Village des Créateurs, un stand dans un des salons parisiens, donc Who's Next ou Première Classe, c'est ça. Ouais. Et puis un corner éphémère aux Galeries Lafayette. Ouais. Et donc ça fait quelques mois que tu es installée ici. Mais justement, avant de parler de toute cette dynamique, tout ce quotidien, donc Maison Edel, tu as fondé Maison Edel, qui est une maison de maroquinerie. Mais comment est-ce que tu en es arrivée là ? Est-ce que ça a été un pop comme ça, c'est arrivé comme ça ? Oui, comment t'en es arrivée à la maroquinerie, le cuir et à cette maison ? Alors, comment j'en suis arrivée là ? Déjà, il faut savoir que je suis de formation ingénieur cuir. Ouais. Donc, j'ai fait une école qui s'appelle l'ITEC, qui est à Lyon. Et donc, j'ai fait mon école d'ingénieur en alternance chez Louis Vuitton, dans un atelier de fabrication qui est dans la Drôme. Donc, pendant 3 ans, j'ai fait ça. J'ai été diplômée. Et ensuite, j'étais embauchée à Paris, au siège, à Pont-Neuf. Et là, j'ai été développeur cuir, donc j'ai développé tous les cuirs pour la maroquinerie, hommes et femmes. Okay. J'ai fait ça pendant 2 ans. Ensuite, j'ai continué à faire du développement cuir, mais sur le défilé femmes. Donc là, j'ai développé tous les cuirs du défilé femmes. C'était vraiment de développer des cuirs qui allaient en production. Donc j'étais beaucoup en contact avec les ateliers, avec les fournisseurs, donc les tanneurs, avec le design aussi, parce qu'il faut respecter le souhait du design, les chefs de projet. Voilà, c'était vraiment un job hyper intéressant parce qu'on était un peu le relais et l'intermédiaire de plein d'acteurs pour développer des sacs. Et ensuite, j'ai été responsable qualité cuir sur toute la maroquinerie hommes et femmes chez Vuitton. Donc au total, je suis restée 8 ans dans cette maison qui m'a formée et qui ensuite m'a donné plein d'opportunités professionnelles. Et les 5 dernières années, j'étais sur Paris. Et en fait, étant de Lyon, avec mon mari, on avait comme projet de vie personnel de rester à Paris 3 ans. On est resté 5 ans, mais déjà, il y a eu un petit compromis. C'est ça. Et on se projetait pas. En fait, à un moment, on s'est dit, où est-ce qu'on veut construire ? Parce qu'on faisait énormément d'aller-retour entre Paris et Lyon, parce que nos amis et notre famille étaient plutôt dans la région lyonnaise. Et donc, on était un petit peu à cheval entre ces 2 villes-là. Et puis, mon mari a eu une opportunité professionnelle à Lyon. Et donc, ça a été le point de départ d'une nouvelle aventure. Et donc, moi, j'ai pris un petit peu mon courage à 2 mains parce que j'ai démissionné en ayant en tête ce projet-là. Le projet de Maison Edel, qui s'appelait pas Maison Edel à l'époque, je savais pas comment il allait s'appeler. C'était le projet. C'est ça. Et en fait, parce que j'ai toujours eu un esprit créatif, même si j'adore, il y avait un côté, école d'ingénieur entre guillemets, où on est, et où voilà, on aime aussi le côté hyper factuel des choses, où on n'est peut-être pas forcément créatif, mais moi dans mon domaine, dans ma vie personnelle, j'avais ce côté créatif-là depuis toujours qui m'animait. Et vraiment, peut-être le point de départ, le truc qui a mis la petite graine, c'est que je me suis mariée et comme cadeau d'invité de mariage, j'ai fait 150 porte-cartes en cuir. Ah oui. Pour des petits cadeaux d'assiettes. Et je me suis dit, c'était sympa parce que ça représentait... je trouvais que c'était assez personnel comme petit cadeau. Et le fait donc là, pour le coup, c'est moi qui les ai fabriqués. Le fait de m'investir là-dedans, même si c'était une toute petite production, je pense que ça a libéré quelque chose à l'intérieur de moi sur mon envie de peut-être voir autre chose, aller explorer d'autres choses dans ce milieu-là qui me plaisait énormément et m'autoriser un peu à rêver d'entrepreneuriat et de se lancer. Parce que je pense que j'étais un petit peu... je pense que j'assumais pas de me dire que je pouvais créer ma marque, lancer quelque chose. Pour moi, il fallait être designer, il fallait... j'avais peut-être des stéréotypes là-dessus aussi sur le profil des personnes qui se lancent. Et je me disais, forcément, ça sera pas moi. Et en fait, non, je pense qu'il faut... il y a eu ça. Mon mari qui m'a beaucoup soutenue et qui m'a dit, mais fais-le, c'est un moment... c'est le premier encouragement après. Mais ouais, en plus, t'étais dans une vraie tension entre... tu te dis, tu viens d'une grande maison mondiale aussi, le réseau pro interne et mondial, et là de se retrouver
on va dire seul, local, on se dit mais est-ce que c'est possible? Est-ce que faut pas sectoriser, justement, chacun a sa particularité, et là en fait c'est vraiment ça, le courage à deux mains, t'as osé lancer. Et puis en plus, ce que je vois ce que je perçois dans ton parcours, c'est que t'as développé les pots, la matière première pour ensuite le bureau, créa, pour les designers et tout ça. Mais là, en faisant cette, j'allais dire mini-prod, mais pas vraiment, parce que 150 pièces, c'est quand même... même si c'est un petit produit, en fait, tu t'es confronté aussi à la matière et donc, au volume, au travail de la couture, montage, et en fait, la suite de la vie de cette matière, en fait. C'est ça. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai fait là sur les porte-cartes, mais je m'étais mise un petit peu à la couture textile, pour moi, pour me faire des petites jupes, ce genre de choses, et j'adorais faire ça. Et je prenais beaucoup de plaisir à le faire et à me mettre sur un projet et vraiment un peu laisser s'exprimer cette part un peu créative de ma personnalité. Et du coup, je pense que c'est un petit cheminement qui s'est fait comme ça, qui a été impulsé par un désir de me rapprocher aussi d'un souhait personnel qui était de pas rester à Paris et de plutôt privilégier, en tout cas, me dire là on a envie d'aller à Lyon, faut prendre cette décision. Tu vas pas te dire pendant 10 ans que ce que tu veux c'est revenir. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que des fois c'est difficile de prendre ces choix-là. Moi quand j'ai décidé de partir de chez Vuitton, ça a été vraiment un choix hyper dur. Ça serait mentir de dire que ça a été facile. Et forcément, je me suis posé énormément de questions. J'avais un bon poste, ça se passait bien. C'est une boîte qui m'a vu grandir et qui m'a fait grandir. Donc, c'était pas du tout évident de prendre cette décision-là. Mais bon, aujourd'hui, je regrette pas du tout de l'avoir prise. Ouais. Et donc là, tu te retrouves à Lyon et dans un quotidien qui a complètement changé, donc d'échelle, comme tu disais, de réseau, puisque c'est beaucoup plus local aussi. Donc, puisque cette maison et donc tous tes fournisseurs sont de la région ou France, mais aussi donc l'atelier de production avec qui, justement tous les gens de la chaîne de valeur, on va dire, et de confection sont ici. Et qu'est-ce qui t'anime dans ce quotidien? Parce que ça a été un choc, comme tu l'as expliqué, mais là, tu te dis, tu regrettes pas, donc il y a quelque chose qui te touche et qui t'encourage en fait au quotidien. Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est vraiment le fait de développer de bout en bout en fait, et d'avoir avant j'avais une partie qui était un segment qui était vraiment le développement cuir, où j'avais le contact avec les fournisseurs, avec les ateliers, et là la vision elle est beaucoup plus globale parce que je vais vraiment jusqu'au client final. Et dans mon métier d'avant on parlait énormément du client parce que la qualité c'est il y a des enjeux qualité qui sont forts, et on parle du client, mais finalement moi sans vraiment le rencontrer, parce que dans une entreprise comme ça c'est tellement grand qu'il y a il y a énormément d'acteurs jusqu'au client, alors que là, le client, je le vois toutes les semaines, j'échange avec lui, et ce qui me plaît aussi beaucoup dans ce que je fais, c'est que je redonne un petit peu, j'ai envie, et c'est aussi le but de ma marque aussi, qui est positionnée comme une marque éco-responsable, et qui, c'est vraiment un pilier hyper fort de ma marque, c'est de redonner du sens aussi à l'explication de c'est quoi le cuir en fait, d'où ça vient, d'essayer de donner les clés de lecture aussi aux personnes que je rencontre qui sont intéressées de savoir, et d'essayer d'un petit peu, sans parler, si c'est un petit peu aussi de l'éducation, dans le sens où c'est d'expliquer d'où vient le cuir, comment on travaille le cuir, pourquoi des fois on le pointe du doigt à raison, pourquoi on le pointe du doigt souvent aussi à tort, et comment le cuir peut s'intégrer dans une démarche éco-responsable, et pourquoi tout ça fait sens en fait. Et c'est ça qui était le point de départ de ma marque, qui était, moi, d'un œil très, en dehors de ça et en même temps très informée sur le sujet, je voyais beaucoup de choses qui se disaient sur le cuir qui étaient complètement fausses, et qui me posaient un problème parce que, en fait, on disait une phrase qui englobait tout un secteur, et ça me plaisait pas du tout, parce que en plus c'est mon métier. Moi j'étais en contact tous les jours avec des tanneurs qui faisaient des choses incroyables et qui étaient pas du tout désintéressés de l'environnement, et je me suis dit mais en fait c'est comme dans tout, il faut savoir faire la part des choses. Et je trouvais qu'il n'y avait pas de marque de maroquinerie qui vraiment expliquait, qui amenait ce côté pédagogique-là autour du cuir, autour de cette matière, qui est une matière noble, issue d'un système de revalorisation et qui dure dans le temps.
Donc voilà, ça c'était le point de départ. Et ensuite, je me suis dit, il faut vraiment amener une démarche globale. Et donc, ça ne peut pas s'arrêter au cuir. Il faut que ça intègre les bijouteries, les toiles que tu vas utiliser, les teintures de tranche, la colle, etc. etc. Et tout ça, ça m'anime dans mon quotidien parce que il y a du sens, en fait, à ce que je fais. Il y a un contact humain qui est toujours présent et que j'aime beaucoup. Et puis, c'est aussi hyper satisfaisant de voir quelque chose il y avait rien, en fait. Il y a 2 ans, il y avait même pas une ligne écrite sur ce projet-là. Je savais pas si j'allais le lancer ou pas. Et aujourd'hui, voir que, là, la semaine dernière, j'ai sorti un nouveau sac. J'ai des clients qui reviennent. J'ai des compliments sur la qualité des sacs, sur comment ils vieillissent. Et tout ça, ça me nourrit beaucoup. Et je pense que je trouve une satisfaction dans le fait que développer Maison Edel, ça me nourrit aussi dans mon quotidien et aussi dans ma vie personnelle, dans le sens où ça me plaît de faire ça et de trouver du sens dans mon métier. Et ça a pris vraiment naissance aussi dans toute ta connaissance d'ingénieur cuir. Et ça, c'est vrai qu'on méconnaît un peu aussi tous ces métiers-là d'ingénierie. Et on en parlait justement avec l'équipe Ictios, avec qui tu travailles, et qui eux aussi sont de formation ingénieur, mais plutôt la chimie. Et là, en fait, de se dire, les techniciens viennent nous présenter, nous partager en fait tout le processus, comment ça fonctionne, et voilà où on en est, voilà vers où on va, voilà pourquoi en fait aujourd'hui on est un peu, là il y a une limite ici, mais là tout est ouvert, tout est possible sur ce champ-là, et donc ça fait du bien en fait de plus avoir justement tous ces intermédiaires en quelque sorte entre les techniciens et puis le client qui il veut du beau, mais il veut aussi quelque chose, il veut pouvoir investir dans une pièce. Et je relève aussi le mot que tu disais en parlant de tes clients, ils viennent me raconter comment les pièces vieillissent. Normalement, quand on parle mode, vêtements, habillement, le vieillissement, c'est pas positif. Oui, c'est vrai, mais vrai. avec le cuir et avec d'autant plus les sacs et tout ça, quand on connaissait surtout cette matière, le vieillissement, c'est une question de qualité, de beau et c'est vrai. Mais je pense qu'il y a aussi ce côté-là un peu de légitimité entre guillemets, de se dire on donne une information, ça vient d'une personne qui est experte, c'est son domaine d'expertise, c'est son métier. Quelque part, cette information, ça donne une caution et ça rassure sur l'investissement qu'on peut faire dans une pièce ou sur l'inquiétude qu'on peut avoir sur les conditions de fabrication, que ça soit des conditions humaines ou l'impact au niveau des conditions humaines ou environnementales. Et du coup, je pense que ça rassure le client. Et aujourd'hui, le client, il a envie qu'on lui dise la vérité, il a envie qu'on soit transparent avec lui et il a plus envie qu'on lui raconte des histoires. Et je pense que cette légitimité-là, la validation ou le fait d'intégrer l'information qu'il reçoit, elle est validée par la légitimité aussi de la personne qui lui donne cette information. Exactement. Et moi, je le vois aujourd'hui, quand j'explique ma marque, il y a toujours un moment, effectivement, où je contextualise un petit peu et j'explique mon parcours. Et je vois qu'il y a un changement aussi dans l'échange à ce moment-là. Est-ce que ça, ce serait justement une part de la définition que tu donnerais à la mode, cette part d'échange, de conversation, pédagogie? Oui, complètement. Et vraiment, cet aspect pédagogique-là, pour moi, il est hyper important. Et j'ai envie de le développer encore plus sur ma marque. Parce que aujourd'hui, je pense qu'on a un rôle pour donner justement ces fameuses clés de lecture pour arriver à faire le tri dans toutes les informations qu'on nous donne, parce que des fois on nous donne aussi que des informations pour un but marketing et c'est un peu vide derrière. Et puis aussi parce qu'il y a une complexité dans le domaine de la mode, du textile, de l'habillement, du cuir, sur vraiment comment faire le tri dans tous ces labels qui sont là, dans toutes ces certifications. Moi, je comprends qu'on soit complètement perdu, en fait. Et l'idée, c'est un petit peu d'expliquer d'une façon simple, morceau par morceau, sans en donner trop d'un coup.
voilà, la mode de demain, c'est quoi? Et c'est aussi respecter les hommes, c'est aussi respecter l'environnement. Et pour ça, il y a des labels qui sont sérieux, qui sont donnés par des organismes indépendants, dont c'est leur métier, qui se déplacent. C'est pas un mail qu'on envoie avec une attestation sur l'honneur. C'est vraiment des personnes dont c'est le métier d'aller chez ces fournisseurs-là, d'auditer, de déplucher tout de bout en bout. Et je pense que c'est aussi un petit peu notre rôle d'expliquer ça. Et donc la mode selon Maison Edel, ce serait cette belle tension, j'allais dire, entre l'aspect technique et pédagogique et l'esthétique. Complètement, Ouais, c'est je te ça. laisse développer parce que c'est tout à fait c'est avec ça, mes mots, mais l'idée c'est vraiment de présenter des sacs qui soient, des sacs de la maroquinerie qui soient élégantes, intemporelles, parce qu'il y a aussi cet aspect-là de la mode. C'est, en tout cas moi, la façon dont je l'aperçois chez Maison Edel, c'est d'avoir une pièce qui nous plaît, qui nous parle, qui joue sur l'émotion, mais qui soit aussi intemporelle et dont on va pas se lasser et qu'on pourra aussi transmettre de génération en génération, parce qu'on a confiance dans la qualité des matières, dans la qualité de la confection. Et en même temps, voilà, c'est un aspect très mode sur lequel j'aime beaucoup jouer, notamment dans les shootings photos, parce que c'est quelque chose qui me plaît. Je veux pas que ça soit ennuyeux, je veux que ça suscite l'émotion. Et cette émotion-là, pour moi, elle passe à la fois par le look, elle passe aussi par les émotions, on va dire, sensorielles qu'on peut ressentir, le toucher, l'odorat, la sensualité que peut dégager une pièce en cuir. Et pour moi, c'est pour ça que c'est hyper important d'être au contact client, parce qu'on a besoin en tout cas, moi, j'en ai besoin de ce contact-là, et les clients ont besoin de toucher les produits. Et à la fois un côté, un socle, on va dire, de confiance qui est aussi basé sur l'origine des matières, où est-ce qu'elles sont fabriquées, comment, par qui, expliquer, dire, ce cuir-là, il vient de tel endroit, il a été fabriqué dans telle tannerie, cette bijouterie, elle a été fabriquée comme ci, comme ça. Et l'idée, c'est ça, c'est vraiment d'avoir un juste équilibre entre les deux. Et pour moi, les deux vont ensemble. Et c'est ce que j'essaye de faire, en tout cas, avec Maison Edel. Ouais, et qui arrivent à des produits super beaux. J'invite donc les Lyonnais, mais aussi les auditeurs et auditrices de Qu'est-ce que la mode de passage à Lyon, de venir visiter justement et regarder ces magnifiques pièces avec et de redécouvrir cette matière qu'est le cuir. Vraiment, c'est intemporel, c'est sûr. Et c'est vrai que on s'y attache en fait à ces pièces et on vit plein de choses. Et donc quand on transmet une pièce, il y a toutes les histoires aussi. Et moi je sais que quand j'ai une pièce en cuir de mon grand-père, je sais d'où elle vient, ce qu'il a vécu avec et tout ça. On pense à la personne aussi en voyant ces pièces. C'est pas juste du beau pour du beau, un peu gratuit, on va dire. C'est ça. Et ça a de la contenance. Ouais, en parlant de maroquinerie. Non, c'est vrai. Mais en tout cas, merci beaucoup Eva pour ce temps, de nous avoir fait découvrir un peu l'origine et l'histoire de Maison Edel. Je te souhaite vraiment une belle suite. Ça a bien commencé, ce n'est que le début, et de belles aventures et de belles rencontres avec tes fournisseurs, tout ce réseau lyonnais et puis de la région, et puis de tes clients. Merci beaucoup. Ce podcast vous plaît? Abonnez-vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi rejoindre celles et ceux qui soutiennent la production par une contribution mensuelle sur patreon.com/qu'est-ce que la mode. Vous y retrouverez d'ailleurs des épisodes en exclusivité. J'aimerais vous remercier. Vous êtes plus nombreux à chaque nouvelle diffusion. Merci pour votre écoute, pour nos échanges sur LinkedIn, Instagram, par mail. J'apprécie continuer la conversation avec vous et vous rencontrer est toujours édifiant. Habillés, habilleurs, à la semaine prochaine.